Bonjour, bienvenue à notre programme de l'association Alpes Alato et je suis ravi de vous accueillir. Vous êtes la présidente du Centre PEN Suisse Romande. Racontez-nous depuis quand le centre existe-t-il? Alors notre centre a été créé le 19 novembre 1949 à Neuchâtel par Jean-Édouard Chable. Donc c'était après la guerre et il y a eu ce moment d'essayer de s'ouvrir, n'est-ce pas? Et le PEN international avait déjà changé de PEN Club, qui était seulement des écrivains anglais qui voulaient rencontrer des écrivains d'ailleurs. C'est devenu un centre à défendre la liberté d'expression. Et après Jean-Édouard Chable, donc c'était fondé à Neuchâtel. Et Neuchâtel est une ville culturelle de Suisse romande très importante. Par exemple, c'est la ville où M. Duperroux, qui était un homme du XVIIIe siècle, qui a fait sa fortune avec la canne à sucre, les esclaves aussi, comme les hommes du XVIIIe, mais ce qui est intéressant, c'est le seul duquel Jean-Jacques Rousseau a accepté une pension. Et donc, Rousseau a donné toutes ses archives à M. Duperroux, qui les a données à la bibliothèque de Neuchâtel. Si bien que Neuchâtel est le centre des archives de Jean-Jacques Rousseau, et pas Genève. Jean-Jacques Rousseau, citoyen de Genève, bon, on lui a brûlé ses œuvres devant la cathédrale, hein. Il a été après exilé à l'île Saint-Pierre, mais il a donné toutes ses archives à M. Duperroux, qui les a données à la bibliothèque de Neuchâtel, qui a une université remarquable, aussi en linguistique, en tout. Donc voilà, donc c'est peut-être pas un hasard que notre centre soit né à Neuchâtel, et pas dans un autre canton roman. Après, on a eu un président vaudois, Daniel Simon, et après, on a eu un président très important, qui est Denis de Rougemont. Pendant 10 ans, il a été. Et sous son aile, il y a eu énormément de choses importantes qui ont été faites. Et nous avons collaboré, disons, la première idée était venue à PEN Angleterre. Après PEN France, mais ils n'ont rien fait, c'était de créer le comité des écrivains persécutés et en prison. Et finalement, c'est Denis de Rougemont qui a relancé la chose. Et il a relancé au congrès de PEN international qui a eu lieu en 1959 à Lausanne. Et qui était président de PEN international à cette époque, Arthur Miller. Donc, vous voyez, c'était une époque où vous aviez vraiment beaucoup de grands écrivains. À PEN Suisse romande, nous avons eu tous les plus grands écrivains de Suisse romande. Plus maintenant. Mais à l'époque, on a eu, si vous voulez, Jacotet, Starobinski, Marcel Raymond, je veux dire, incroyable, Corinne Aby, naturellement, Chapas, donc des gens incroyables. On a eu un président qui habite Paris maintenant, qui vient d'avoir le 5 janvier 101 ans. PEN doit conserver peut-être. Donc Jean-Pierre Moulin. Donc, Paris, donc c'était un de nos présidents qui est encore en vie. Un autre grand écrivain, suisse, mais de moitié arménien, c'est le poète Vahe Godel, qui est encore en vie maintenant, qui a été un de nos présidents. Voilà. Maintenant, notre centre a peu de membres, on a 49 membres seulement. On est centré à Genève parce que ça dépend de où habite le ou la secrétaire générale. Et puis ensuite, on n'a pas trouvé de nouveau secrétaire général encore. Et donc, je fais président et secrétaire général depuis 2 ans. Donc, ça fait 7 ans, si vous voulez, que je suis
où j'ai plus de responsabilités qu'avant, puisqu'avant je n'étais que déléguée au comité de la traduction et des droits linguistiques, qui est mon domaine. Voilà, et donc maintenant on espère se réorganiser et rebondir, mais comme tous les centres, on a eu des moments de grande crise. Il y a eu un moment pendant 10 ans, hein, on n'a pas eu d'assemblée générale, et puis tout d'un coup un écrivain reprend. Le problème, comme tous les centres, c'est que les jeunes écrivains ne se sentent pas concernés. Et donc c'est très dommage, mais il y a d'autres moyens maintenant, et donc voilà, il faudra lui trouver, espérons, une solution. Le but de votre centre, donc, c'est pour protéger des écrivains, n'est-ce pas? Alors d'abord, si vous voulez, donc au niveau de l'idéologie, si on peut dire, c'est la liberté d'expression. À partir de là, naturellement, le comité le plus important, c'est les écrivains persécutés et en prison, puisqu'ils sont attaqués sur de la fiction, qui est prise comme un danger. Après, nous avons le comité de la traduction des droits linguistiques. Donc on a fait un texte qu'on distribue dans le monde pour bien rappeler que le traducteur est maître de ses traductions, que son nom doit être mis sur la couverture, qu'il est un créateur. Et puis les droits linguistiques. Alors les droits linguistiques, c'est défendre les langues, il y en a qui meurent tous les jours, de défendre les langues d'un point de vue culturel. Et c'est donc cette partie de ce comité est un comité qu'il faut gérer avec beaucoup d'intuition, de légèreté, parce qu'il ne faut pas basculer dans le nationalisme et le populisme, hein, parce que c'est de nouveau les minorités. Donc c'est développer d'un point de vue culturel, défendre les langues, mais d'un point de vue culturel, pas d'un point de vue nationalisme, il me semble. En tout cas, c'est notre position pour nous. Le troisième comité, donc j'ai mis dans l'ordre de leur création. Hein. Le troisième comité, ça a été le comité des écrivains pour la paix, qui a vécu une grosse crise maintenant et qui a été fondé par des écrivains après, avec la guerre de Yougoslavie. Elle s'est fondée à Bled, en Slovénie, pour que des écrivains, comme une espèce de grand brainstorming, hein, d'échange d'idées entre écrivains autour de la paix. C'est comment les écrivains peuvent collaborer à la paix. Maintenant, il y a eu toutes sortes de problèmes. Bon, maintenant, nous avons un nouveau président qui est un Chilien, qui habite le Chili. C'est maintenu à Bled. Nous allons voir comment on va suivre ce comité. Ce comité était naturellement avant très européen, puisqu'effectivement, malheureusement, c'est encore et toujours l'Europe qui est au centre des guerres, et pas le reste du monde. Dieu merci pour le reste du monde. Et le dernier comité, c'est le comité des femmes écrivaines. Parce que naturellement, ici en Occident, on oublie que dans beaucoup de pays, les femmes n'ont pas le droit à l'écriture, n'ont pas le droit. Regardez maintenant en Iran, en Afghanistan, les femmes n'ont pas le droit d'aller à l'université ni à l'école. Et souvent, dans les pays même où les femmes peuvent devenir écrivains, on lui rit à la figure. Et donc, on est un peu, comme en Europe, il ne faut pas oublier, au 19e, où George Sand a dû prendre un prénom d'homme pour se faire reconnaître. Hein? Il y a très peu de femmes écrivaines et il a fallu des mouvements très forts, hein, au XXe siècle pour rappeler dans les programmes scolaires d'étudier des femmes. Ici, dans le canton de Genève, nous avons une femme éditrice et poète, remarquable poète, Huguette Junot, qui est membre de notre centre et qui, elle, a milité tellement fort que des fois elle s'est fait des ennemis parce qu'elle a été très fort, mais Dieu merci, elle n'a pas eu peur de se faire détester, hein, pour imposer
et la littérature romande dans les programmes, et pas seulement Madame la France, et aussi des femmes écrivaines. Voilà, si vous voulez. Ensuite, le fonctionnement. On a un congrès international chaque année dans un pays différent, sauf que maintenant, j'allais dire presque grâce au Covid, ça sera une année en présentiel dans un pays et une année via Zoom. Parce que c'est clair que quand on paye de sa poche, on ne peut pas aller aux quatre coins du monde, surtout les pays pauvres. Un écrivain ne gagne pas sa vie en étant écrivain. Donc voilà. Et puis ensuite, on a alors chaque année un comité aussi de chaque comité, une assemblée de chaque comité. Et notre centre PEN Suisse Romand avait fait le comité donc à Lausanne. Hein, mais en même temps, on a eu aussi en juin 2018 l'Assemblée des délégués de la traduction et des droits linguistiques, où la Suisse a été magnifique dans leur aide, ce qui nous a permis d'accueillir 49 écrivains des 5 continents, et l'Afrique entre autres et l'Amérique latine, et la Suisse leur a payé leur séjour et leur voyage. Et ça a été une réussite d'échange, si vous voulez. Et le thème, c'était plurilinguisme et création. Hein? Donc, réponse que plusieurs langues ouvrent les horizons et permettent la création et permettent des ponts entre les cultures. Voilà. Est-ce qu'il y a même des écrivains européens qui ont besoin de votre protection? Alors, nous avons, à notre centre, nous avons donc un certain nombre de cas. Alors, nous avons un cas qui n'est pas réglé. Et c'est un cas qui, ça me désole. Donc, c'est le grand écrivain Agron Toufa, albanais, qui est aussi important que Ismaël Kadare pour l'Albanie. Moi, je l'avais déjà connu aux Belles Étrangères à Paris et à Arles. Donc, lui, il était directeur de l'Institut de recherche sur les crimes pendant le communisme en Albanie, et il a dénoncé que la moitié du gouvernement albanais sont des anciens apparatchiks. Il a commencé à recevoir des plaintes, des menaces de mort, et il a finalement eu très peur, et il est parti avec sa femme, professeure d'université, Elvana, et leurs 5 enfants d'asile en Suisse. Ils ont fait 4 camps. On s'est battu d'une manière terrible pour qu'on les accepte. Leur statut n'est pas encore stable. Ils peuvent avoir la police qui leur dit dans un mois, à 5 heures du matin, ils les renvoient en Albanie. Donc, et ils sont à B. Elle est magnifique, et les 5 enfants, les instituteurs de B, chapeau, comme ils sont occupés des enfants, qui sont à l'école, tout va bien de ce côté-là. Elle travaille en voie d'exil. Lui est en pleine dépression, parce que naturellement, ils n'ont pas le droit de travailler, ils n'ont pas le droit, donc ils ne peuvent pas s'intégrer dans ce statut. Donc, un cas. On a un autre cas, c'est Dimitri Skoroboutov. Dimitri Skoroboutov était directeur d'une des télévisions de Poutine, et c'est celui qui a dénoncé la collusion entre Poutine et Trump pour la campagne de Trump. Et il a dénoncé, entre autres à la télévision, des Pays-Bas. Alors, il a été donc attaqué. Ce qui était intéressant, c'est qu'il a été attaqué sur son homosexualité, naturellement, pour ne pas dénoncer, mettre des choses. Il a été accueilli par l'ambassade de Suisse à Moscou, et il a pu rentrer en Suisse, et maintenant il est vraiment titularisé. Donc il est à Lausanne. Il a eu au début des dépressions terribles parce qu'il était dans une toute petite chambre pendant des années. Maintenant, il a un appartement, mais il doit réapprendre tout. Et il reste toujours cette chose de la peur.
Hein, il y a des Russes, beaucoup de Russes en Suisse, il y a l'impression d'être persécuté ou autre. Donc petit à petit, il faut qu'il trouve, si vous voulez, ses racines. Et les membres de PEN à Lausanne s'en occupent. Hein, on essaye, parce que c'est ça qui est très important. C'est pas seulement d'écrire au gouvernement, c'est quand il est là, c'est de l'entourer. Parce qu'on arrive dans un pays, on ne connaît pas la langue, etc. Qu'est-ce qu'on fait? Hein, donc lui. Après, on a un troisième, alors qui est ukrainien. Et alors lui, donc il est plus âgé que 60 ans, mais une jeune femme et une petite fille de 10 ans. Alors il était d'abord dans une famille, après il a demandé notre aide. Ça n'a pas été facile, parce que c'est vrai que actuellement en Europe, il y a une sorte de hiérarchie dans les réfugiés, pourquoi notre centre et moi-même, on s'insurge. Il n'y a pas un réfugié supérieur à un autre, même s'il y a la guerre en Ukraine. Je porte avec mes boucles d'oreilles les couleurs de l'Ukraine, parce que rien ne justifie une guerre, mais ce n'est pas la seule guerre dans le monde. Il y en a 64 actuellement dans le monde. Pourquoi est-ce que un réfugié ukrainien, parce qu'il est européen, qu'il est près de nous, est plus accueilli qu'un autre? Ça, c'est quelque chose, c'est vrai que les gens ne vont pas aimer ce que je dis, mais je trouve que c'est insupportable. Oui, je porte les couleurs de l'Ukraine, je veux dire, mais les autres, et les autres qui doivent prouver que leur maison a été détruite à Mossoul. Un Ukrainien ne doit pas montrer que sa maison est détruite. Alors, je trouve que les femmes et les enfants réfugiés ici, en Suisse, bras ouverts, je veux dire, leur mari est soldat. Mais les autres, en couple et autres, qui arrivent en voiture et tout, qui trouvent du travail, tandis que les autres savent ce que c'est, tout le chemin pour arriver à être reconnu, à être intégré, à avoir le droit de travailler, les contrôles de police, toutes les peurs, les vieilles peurs qui sortent. Donc, on doit essayer de gérer, si vous voulez, ça. Et puis, nous avons un quatrième cas qui est, je trouve, dramatique. C'est un écrivain kurde, turc-kurde, qui a eu 13 ans de prison, qui s'est enfui, donc sortant de sa peine, il s'est enfui clandestinement par le nord de la Grèce, la Turquie, il est rentré clandestinement en Grèce, et il est à Athènes. Malheureusement, PEN Grèce ne s'en est pas occupé, et donc il nous a demandé à nous. Je l'ai rencontré déjà à Athènes, on essaye de l'aider, mais comme il est en Europe, donc il ne peut pas être accepté en Suisse. Donc on essaye de faire, et surtout de lui envoyer de l'argent pour qu'il survive. Parce qu'un Turc kurde en Grèce, c'est une catastrophe. Mais les lois, on oublie le côté humain. Les lois, c'est les lois. Mais il faut penser qu'un Kurde turc en Grèce, c'est des ennemis à mort, politiquement, pas le peuple, mais politiquement. Alors, et on sait comment la Grèce n'a pas d'argent, comment on peut accueillir. Donc il n'a pas d'avenir en Grèce. Alors là, on a essayé toutes les portes, je veux dire, on a essayé. Et là, je vais faire un crowdfunding pour lui trouver de l'argent encore, pour l'aider, parce que là, il n'a plus d'argent. Il a emprunté 600 € à Athènes, à des gens, mais il faut quand même qu'on l'aide. Et si ICORN, le réseau des villes pour les écrivains en exil, le prend pendant 2 ans, et après, comme ça, il pourrait revenir, disons, et demander le droit d'asile en Suisse, où il y a beaucoup quand même de Kurdes, n'est-ce pas? Et là, dernièrement, on PEN suisse-allemande, on est 3 centres PEN en Suisse. PEN suisse roman, le plus ancien. Après, le PEN suisse-italienne et Réto-Romanche, dont le siège est à Lugano. Et le plus jeune, PEN suisse-allemande. Et PEN suisse-allemande nous a demandé notre aide
pour demander au SEM, donc au centre d'accueil des réfugiés, qu'un écrivain kurde qui a été accepté en Suisse, mais il a été accepté en Suisse allemande. Et lui, il ne parle pas, il est à Zug, il ne parle pas l'allemand, mais il parle le français. Et il se désespère en Suisse allemande parce que c'est trop difficile pour lui. Souvent, les Kurdes parlent très bien l'allemand, mais pas lui. Et donc, essayez de le faire venir en Suisse romande pour qu'après, nous, on puisse s'occuper de lui. Voilà. Donc, vous êtes plutôt pour les écrivains que journalistes, n'est-ce pas? Alors, notre centre voudrait vraiment qu'on se centralise beaucoup plus sur les écrivains. Parce que même s'il n'y en a pas autant que les journalistes, c'est justement ça qui est intéressant. C'est que la fiction peut être considérée comme une arme. Il y a un vers que j'adore d'un poète espagnol, Gabriel Celaya, qui dit « La poesía es un arma cargada de futuro ». Ça veut dire « La poésie est une arme porteuse de futur ». Et si vous voulez, notre centre se focalise sur véritablement, si vous voulez, les écrivains, parce que c'est la seule organisation qui s'occupe des écrivains. Tandis que pour les journalistes, nous avons Reporters sans frontières et nous avons Amnesty International. Donc que l'on collabore avec Reporters sans frontières et qu'on collabore avec Amnesty International, oui. Mais pas qu'on reçoit une pétition Amnesty International. Après, Reporters sans frontières et après PEN. Non. PEN, c'est les écrivains et on aide les autres. C'est notre centre, c'est sa vision. Mais on a aidé PEN Suisse allemande pour un poète, mais qui est aussi journaliste, Frasch, je ne sais pas prononcer son nom de famille, Frasch qui est yéménite, qui a été accueilli par Berne, ville d'accueil. Et là, c'est le secrétaire général de PEN Suisse allemande, Adi Blum, qui a fait un travail remarquable, là. Et maintenant, il a son permis, il est à Berne, mais il m'avait demandé de l'aider pour le changement de son passeport ici à l'ambassade du Yémen. C'était James Bond. Le vieux passeport, mais donnez-moi le nouveau. Et lui, il tremblait, donc c'est moi qui avais les passeports. Et on est restés amis. Et donc lui, par exemple, on l'a fait venir pour parler justement aussi de ses difficultés, les peurs qu'il avait encore, et de tout, et de montrer que les gens n'oublient pas et que les écrivains aident les écrivains étrangers à s'intégrer, comprendre notre culture et le fonctionnement. Parce que la Suisse n'est pas un pays facile. Avec toutes nos langues, les gouvernements, un seul gouvernement fédéral, mais l'indépendance des cantons, tout ça, ça demande du temps et du partage et de la générosité. Et puis, j'ai oublié de dire que nous nous sommes battus pendant des années pour que Genève devienne finalement une ville d'accueil. Et donc, ça va se faire avec ICORN. Et nous, PEN, on s'occupera justement des écrivains, mais c'est la ville de Genève et ICORN, et ça sera l'appartement au-dessus de la maison de Rousseau dans la vieille ville. Et les appartements ont été faits pour ça. Mais Genève n'est pas encore une ville d'accueil. Alors Genève, ville internationale, qui n'est pas une ville d'accueil pour écrivains, j'espère qu'avant la fin de mon mandat de présidente, on y arrivera. D'accord, voilà. Très bien. Et de nos jours, est-ce qu'il y a beaucoup d'écrivains en Suisse? Et en général, comment est l'état de littérature de Suisse? Ah, énorme. Énorme. Alors, je vous donne un exemple pour vous dire que les jeunes n'intègrent pas PEN. Donc, avec une amie, grande traductrice, vraiment grande traductrice, Odile Loiron, en Grèce, qui est la direction d'une revue qui s'appelle Métaphrasis en Grèce,
On était à l'origine que le vieil hôtel Xenia, dans le village de Lefkes, dans l'île de Paros, dans les Cyclades, devienne la maison de la littérature et de la traduction. Bon, elle a marché très longtemps, le Covid, les crises en Grèce, je voyais plus de lumière. Et un jour, comme c'est le village où j'ai la maison, je vois de la lumière, donc je vais et je rencontre un monsieur, Nikos Poulakos, l'éditeur Nikos Poulakos. On parle et il me dit qu'il fait une série d'anthologies de poésie, donc de jeunes poètes de moins de 40 ans. D'accord, et les traduire, donc bilingues, avec l'argent de la Commission européenne, et pour nous, de Pro Helvetia. Donc je lui ai dit, pas de problème, et je vous montrerai, mais je ne sais pas si je vais arriver à trouver le livre dans mon désordre dans ma maison, mais je sais à peu près où il est. Donc on a publié 15 jeunes poètes suisses romans, 15 jeunes poètes suisses romans, donc français, grec. De ces 15 poètes suisses romans, une seule, Stéphanie de Roguin, fait partie de notre centre. Les autres, niet. La Suisse allemande a 14 jeunes poètes de moins de 40 ans. Donc c'est intéressant, ils ont moins de poètes, alors qu'ils couvrent beaucoup plus de 19 cantons, et nous seulement 6. Donc ils ont 14 jeunes poètes, donc moins de 40 ans. Et la Suisse italienne, tout petit canton, ben, elle en a 13 pour un seul canton. La Suisse, c'est un pays unique parce qu'il a 4 langues officielles, n'est-ce pas? Est-ce qu'il vous empêche, par exemple, pour les écrivains, parce que quand même, différentes langues et différentes mentalités, n'est-ce pas? Oui, alors, comment dire? La Suisse, que j'ai découverte très tard, puisque mon père était diplomate, mais je le connaissais parce que représentait mon père, drapeau à travers le monde. Ce qui m'a frappé, c'est que dans tous les pays les plus invraisemblables où j'ai vécu en suivant mon père, il y avait des colonies suisses importantes qui avaient leur tradition. Donc le 1er août au Caire, quand il fait 50 à l'ombre, il fallait une fondue pour l'autre fête nationale, ce qui était assez drôle. Mais donc, pour rappeler, pour les habitants du Kyrgyzstan, si c'est eux qui écoutent votre ONG, la Suisse et la Grèce, en 1951, étaient les pays les plus pauvres d'Europe. Et c'était les 2 pays qui avaient le plus d'habitants émigrés que d'habitants dans le pays. Il ne faut pas oublier. Donc la Suisse a quelque chose qui le lie, qui vient déjà dans l'équilibre. La croix, c'est 5 carrés. Un au centre, le fédéral, les 4 langues. C'est un carré. Donc, il n'y a pas un plus que l'autre. D'accord. Une devise, c'est un pour tous, tous pour un. Ensuite, c'est la vie humaine n'a pas de prix. Donc, compromis. C'est un pays de compromis. Et souvent, j'ai demandé à mes élèves, quand la vie n'a pas de prix, jusqu'où vous allez dans le compromis? Et l'anecdote, j'ai un élève qui était de Mongolie, Ulaanbaatar, Zolbo, qui me dit « Madame, j'ai tout compris, on vend des armes des 2 côtés, donc plus 1 égale 0 ». Et je lui ai dit « Vous avez tout compris ». Donc la Suisse est un pays de compromis. Vous voyez la différence, par exemple, rien que au niveau patronal par rapport à la France. Je veux dire, chaque entreprise discute avec ses employés directement. Donc on n'est pas un pays véritablement de syndicalisme. C'est quelque chose d'un peu à part. On est le pays en Europe qui travaillons le plus,
42,3 heures par semaine. Nous sommes le pays qui avons le moins de vacances scolaires aussi. Mais un pays de tolérance. Par exemple, même pas au niveau politique. Imaginez que dans le canton de Genève, pour le même programme cadre pour la maturité, qui est le bachot, la maturité, notre terme. Intéressant, maturité, avant d'entrer à l'université, la symbolique. Pour Genève, c'est 13 ans. Pour le même programme à Lausanne, en canton de Vaud, c'est 12 ans. Et moi, qui étais professeur à Genève, je ne pouvais pas enseigner à Lausanne. Il fallait que je repasse des examens. Dans notre même pays, avec la même langue. Vous voyez? Donc, ça, à mon humble avis, et j'y pense maintenant, déjà la propre Suisse, dans notre propre pays, 8 millions d'habitants, c'est rien, nous apprend la cohabitation et la tolérance avec d'autres langues, d'autres manières. Vous savez que, par exemple, les voleurs, les industries de vol, ils regardent le code pénal des cantons pour savoir là où ils vont être le moins punis si on les prend. Ben, ce n'est pas la même loi. Si vous volez à Genève ou vous volez à Zug, c'est pas la même chose. Les lois ne sont pas les mêmes. Donc, en plus, le pouvoir, je sais pas, il y a eu, je ne sais pas si vous l'avez vu, il y avait une photo quand François Hollande est venu. C'était Sommaruga, notre présidente. Et donc, le voyage se fait comme d'habitude en train. On a le réseau, la Suisse, un des plus denses au monde, de réseau de train. Donc, il y a une photo où François Hollande est en train de monter dans le train avec sa cravate rouge et Sommaruga, qui est sur le quai de la gare, qui arrive en vélo parce que pour monter dans le train, et lui regarde comme ça. C'est tellement drôle. Ça, c'est la Suisse. On n'a pas le droit d'avoir des décorations. N'oubliez pas. Les ambassades, par exemple, domaine que je connais, sont meublées par l'ambassadeur, pas par l'État, comme en France, où la Belgique, c'est le patrimoine du pays. Non. C'est intéressant. Donc, on n'a pas le droit des décorations et il n'y a pas de titre de noblesse. Alors qu'on avait des très vieilles familles nobles. Les Habsbourg sont suisses. Si vous allez en Autriche, voir le palais des Habsbourg, c'est seulement maintenant qu'ils ont ouvert, il n'y a pas longtemps, il y a une dizaine d'années, ou peut-être un tout petit peu plus, quinzaine d'années, qu'ils ont ouvert les appartements des Habsbourg. On voit que c'était des Suisses, avec vraiment l'éducation suisse, il faut coudre ses boutons, etc. Donc, pas de titre de noblesse non plus. Pas de voiture de service. Vous avez pas de voiture de service. Vous la louez pour une occasion. Mais autrement, c'est votre voiture. Moi, mon père, à travers tous les pays du monde, a dû transporter ses voitures. Vous voyez? Donc, en plus, c'est pas un pays qui aime ce qui est exceptionnel. On aime une sorte d'uniformité. Donc, le système scolaire essaye d'aider les plus faibles, mais il ne favorise pas les meilleurs. Ce qui fait que beaucoup d'étrangers ont du mal à comprendre notre système scolaire. Parce qu'ils se disent, mais comment il n'y a pas un grand lycée mieux que... donc nous, c'est un collège, ou voyez, au gymnase à Lausanne, déjà, ça ne s'appelle pas la même chose. Donc, les meilleurs, non. On n'a pas de prix d'excellence. Ça n'existe pas chez nous. Donc, alors, les gens, naturellement, peuvent dire, oui, c'est un nivellement par le bas. Non. On est, sans vouloir être chauviniste, on a un niveau d'universitaire extraordinaire en Suisse. On est un petit pays quand même. Est-ce que vous imaginez qu'un pays de 8 millions d'habitants, combien d'universités on a? On a 2 polytechnicums déjà.
écoles polytechniques, Zurich, mondialement connu, Lausanne, un en allemand, l'autre en français. Ensuite, vous avez une université complète à Genève, une université complète à Lausanne, une université presque complète à Fribourg, une université complète à Neuchâtel, pas dans le canton du Valais, mais en Suisse allemande, Saint-Gall, Zurich, Bâle, et puis la Suisse italienne, Lugano, avec particulièrement l'architecture. Donc vous voyez, c'est quand même énorme. Si vous prenez pour 8 millions d'habitants tous les théâtres, toutes les écoles de danse, tous les orchestres, toutes les écoles de musique, tous les cinémas, oubliez, vous pouvez mettre Paris, New York à côté, nada. C'est extraordinaire au niveau culturel, mais on n'en parle pas. On n'en parle pas. C'est étrange. Ah, mais on n'en parle pas. Regardez, je veux dire, c'est très intéressant parce que le Suisse est pudique. Hein, le Suisse ne va pas dire, regardez, le pauvre Suisse, vous n'allez jamais le voir mendier. Le pauvre Suisse garde sa dignité. Il va être habillé, mais il va faire avec des gants les poubelles à la jonction à Genève. Parce qu'il y a des Suisses pauvres qui ont la vieille AVS. L'AVS, vous savez, elle diminue. Ce n'est pas 2 AVS qui s'additionnent. Quand vous êtes marié, elle diminue pour le couple. D'accord. Et, par exemple, il n'y a aucune aide, par exemple, par rapport à la France, nous, Genève, qui sommes que 4 km de frontière avec la Suisse, qui n'avons que la France, on regarde la France d'une manière de dire, mais comment, nous, ici en Suisse, on a reçu 10 francs d'augmentation, de l'AVS, mais l'AVS, on l'a reçu le 5 janvier. Donc, les personnes pauvres qui n'ont que l'AVS, qui est 2340, si je ne m'abuse, je ne me rappelle plus combien c'est maintenant, je veux dire, comment ils ont passé Noël et Nouvel An puisqu'ils l'ont reçu le 5 janvier. Vous voyez, mais vous n'allez pas les voir se plaindre. Vous n'allez pas les voir dans la rue. Vous voyez, c'est des mentalités différentes. Et je pense, vous qui, en Kyrgyzstan, êtes un peuple de montagne aussi, je pense que la mentalité des peuples de montagne se retrouve. La musique se retrouve, la musique avec la voix bas et la voix de tête. Hein? On a les deux voix. Les instruments de musique, les corps, le sifflement d'une vallée à l'autre, le chœur, les gens qui chantent, les chœurs d'hommes et de femmes. Peuple de la terre aussi. Une des choses, la Suisse a 1,5 million de paysans de montagne. S'ils rentrent en Europe, les terres ne sont pas assez grandes, ils disparaissent. C'est peut-être une des raisons pour lesquelles on n'est pas en Europe, qu'on a voté contre, il me semble. En tout cas, c'était l'avis de mon père. Et je me souviens qu'il y a eu à l'ONU, il y a une quinzaine d'années, un concert des peuples de montagne. Donc, on a eu des peuples de montagne. Et à la fin, spontanément, ils ont tous chanté ensemble parce que c'était les mêmes choses avec les deux voix. Et donc, je pense que habituer le climat dur, on monte, on doit toujours, ou on monte ou on descend. Il n'y a presque pas de plat. Ça doit programmer dans la mentalité autre chose. Parce que ce n'est pas aller conquérir un pays, c'est conquérir son propre bout de terrain pour soi, puisqu'on monte ou on descend. Et vous avez un de nos écrivains romans, Bouvier, Nicolas Bouvier, qui est un grand écrivain, un écrivain aussi du voyage. Dans un de ses livres qui s'appelle L'échappée belle, dans le premier chapitre, il parle des Suisses. Et c'est assez drôle. Il dit qu'il y a 3 catégories. Bon, je schématise.
Donc la première, c'est les mystiques. Donc il y a la montagne, et donc on monte vers le sublime, vers les dieux. Ensuite, il y a le voyageur. Non, le deuxième, c'est le déprimé. La montagne lui tombe dessus. La Suisse est un pays de très haut taux de suicide, malheureusement. Et surtout les suicides de paysans, les paysans de montagne, entre autres. Parce qu'ils perdent leur honneur, puisqu'on doit les subventionner pour qu'ils soient concurrentiels par rapport aux autres. Donc, ça a une grosse influence. Et puis le troisième, c'est les Suisses voyageurs. Échapper belle, passer la montagne et se tirer. Et nous sommes un pays qui avons même des femmes voyageuses déjà, disons, des 19e. Et donc, on est vraiment assez incroyable. Et vous avez parlé de présidentiel, donc ici, la Suisse est un pays unique parce que chaque année change le président. Oui. Donc, pour rester dans l'histoire, est-ce que c'est suffisant? C'est une année. Comment vous en pensez? Tout à fait, puisque c'est un collège de 7. Donc, ils ont passé à tour de rôle. Mais le président, c'est pas lui qui dirige, comme c'est un pays fédéral. Donc, vous avez les cantons, la première chambre, le Parlement, et eux représentent en plus toutes les couleurs politiques, parce qu'il y a toutes les couleurs politiques, et les cantons, différentes langues. Et c'est la Suisse qu'on aide. C'est pas le président qui décide. C'est lui qui va pour les négociations, mais il doit faire ce que les autres lui ont dit. Vous voyez, c'est pas du tout... Ici, donc, le système qui fonctionne, n'est-ce pas? C'est un système de démocratie. Vous savez qu'une fois, donc chaque année, j'allais à la Landsgemeinde en Appenzell. Donc je ne sais plus si c'est Appenzell, Rhodes extérieur ou Rhodes intérieur, je ne me rappelle plus. Et donc, parce que c'est fin avril, ça correspond à mon anniversaire, je suis de fin avril, et j'attendais qu'on donne le vote aux femmes à Appenzell. Et une fois, c'était mes 40 ans, donc ça fait 39 ans. 40 ans déjà, 40 exactement, il y a 40 ans. Et donc j'attendais, et il devait nommer un bibliothécaire. Donc il y avait tous les hommes avec leur épée au centre, la Landsgemeinde, et il y a un monsieur qui parlait, un soleil. Il parlait, il parlait, il parlait. Je ne comprenais rien, je ne suis pas germanophone. Et puis à un moment donné, après 30 minutes, je demande à mon voisin, je lui dis, mais de quoi il parle, le monsieur? Excusez-moi. Il éclate de rire. Il me dit, je ne sais pas. Je ne comprends pas ce qu'il dit. Il est d'un village, il y a seulement 11 personnes qui comprennent ce qu'il dit. Mais comme ça fait 30 minutes qu'il parle du bibliothécaire, ça doit être un très bon bibliothécaire, donc on va voter pour lui. Mais personne ne lui a fait s'arrêter. Et personne ne comprenait. Parce qu'il parlait son patois. Là, ce n'était pas une langue, c'était le patois de son village. Vous voyez? Donc, c'est ça qui est particulier ici. Mais regardez quand même, Genève, officiellement 59% d'étrangers. La réalité, 63%. Vous n'avez pas un endroit au monde où il y a autant. Exactement. À mon humble avis, c'est trop. Parce que les communautés ne se mélangent plus. Vous voyez? Parce qu'avant, je me souviens, les communautés se mélangeaient. Maintenant, vous avez les Italiens, les Portugais, et surtout les Balkans qui se détestent entre eux. C'est à l'image de l'ex-Yougoslavie. Tito, il les tenait, il savait pourquoi. Mais c'est aussi notre responsabilité des frontières qui n'ont pas respecté les minorités. Le Balkan, c'est une poudrière. C'est pas réglé depuis longtemps, ça ne sera pas encore réglé. Mais donc, et eux, ils s'affrontent. Moi, je voyais dans mes classes déjà, des Serbes qui ne voulaient pas être à côté des Kosovois, enfin, l'image de l'ex-Yougoslavie. Voilà. Mais ça fonctionne quand même. Ma dernière question de Nobel, de la prix Nobel. Est-ce que vous avez des candidats
que vous voulez pousser faire? Alors nous avons poussé pendant des années notre grand poète qui vient de mourir, Philippe Jacotet. Il est suisse. Il est suisse, il habitait Grignan en France, mais c'était un grand, grand poète qui vient de mourir maintenant. Même les Français le reconnaissaient. Maintenant, les Français vont dire qu'il est français. C'est un poète suisse, Philippe Jacotet, qui est vraiment un poète immense, qui vraiment n'a jamais été pris. Si vous voulez, notre centre reçoit, on fait partie de ceux qui peuvent proposer. Et nous avons toujours proposé, mais rien. Cette année, je n'ai proposé personne, parce qu'il est mort, Philippe Jacotet, et on n'a pas réfléchi, si vous voulez, à qui on aurait fait. Je ne suis pas du tout convaincue par le prix Nobel de cette année. Mais bon. J'ai trouvé pas mal qu'il y ait eu, comment est-ce qu'il s'appelle? Lui, alors les membres n'étaient pas du tout d'accord. Quand je leur ai dit, je trouve pas mal, parce que c'est vrai que la poésie, qui est la reine de la littérature, dans nos pays, c'est quelques privilégiés. Moi, je lis de la poésie. J'aime plus. Je ne suis pas une lectrice de romans. Moi, je lis de la poésie. Et les essais. Mais je pas du tout. Je trouve que la vie est plus que les romans. J'ai pas besoin. La vie est déjà assez comme ça que j'ai pas besoin de romans en plus. Mais ça a perdu. Mais qui a remplacé la poésie? La vraie poésie qui est la chanson. Puisque Orphée, il chantait. C'est le père des poètes. Il chantait dans la tradition poésie perse, qui est à l'origine une des plus anciennes poésies, c'était aussi accompagné d'un instrument de musique. Donc on revient à ça maintenant. Mais les gens ne font pas le lien. D'un côté, les jeunes, par manque de culture, malheureusement, et les anciens, par trop de conservatisme. Et entre deux, ils en ont rien à foutre. Pardonnez-moi l'expression. Je réduis un peu, mais c'est un peu ça. Alors qu'il y a beaucoup de pays où la tradition de la poésie reste et importante. Et je pense que dans votre pays, aussi, la Grèce, qui est mon deuxième pays par mon mariage, en Grèce, ça reste, le Pays-Bas. Il y a encore des pays où la poésie est encore quelque chose de très important. D'accord. Ok, chère Madame Alex Paradis, je vous remercie énormément. Merci mille fois pour interview très intéressant et très utile. Je vous remercie. En tout cas, c'est moi qui vous remercie. J'espère un jour connaître votre pays. Et merci d'avoir été la grande bavarde. Parce que ma fille dit, vous connaissez ma mère, elle a avalé une radio. Non, c'était magnifique. Merci beaucoup. Merci.